bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée en notre compagnie. Je suis heureuse de vous retrouver comme chaque dimanche matin et lundi matin. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 avec les rubriques habituelles que vous avez l'habitude de retrouver chaque dimanche matin avec bien sûr Yazid dans un tout petit moment. Et puis bien entendu, Djelia DZ, Djelia.dz, Fella Benour aussi viendra nous donner l'actualité de notre communauté établie à l'étranger. Nous aurons également Samira Hadjahmal dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous fera un petit voyage, nous emmènera bien sûr dans la Mauritanie de Césarée, bien sûr, et nous emmènera du côté de Ténès. C'est bien cette ville qui a tant aussi fait parler d'elle à travers son architecture et surtout son profil, surtout du côté de la mer. Nous aurons également à parler, donc faire un gros plan sur la rubrique nutrition, avec notre amie Ania qui aujourd'hui nous parlera de la nutrition quand il faut faire des entraînements, donc avant ou après chaque entraînement, comment bien se nourrir. C'est pour les sportifs, vous en saurez un peu plus tout à l'heure sur ce plateau. Et puis nous aurons le plaisir d'être en compagnie de Nabila Abeda qui vous a habitué à faire de beaux petits voyages à travers toute l'Algérie, les périples de Nabila, vous connaissez, son émission qui bien sûr défile tout le temps sur Canal Algérie, qui nous fait voyager à travers de très belles images. Cette fois-ci, elle nous emmènera du côté d'El Oued avec un safari. Le safari d'El Oued, on découvrira de très belles images en exclusivité pour Canal Algérie, pour Bonjour d'Algérie, bien entendu. Voilà, et puis on aura un artiste pour terminer l'émission, un artiste qui est donc originaire d'Algérie, mais qui vit en ce moment et qui évolue à Marseille, du côté de Marseille. Donc il viendra parce qu'il a une actualité du côté de la salle Ibn Khaldoun. Il sera à la salle Ibn Khaldoun le 24 de ce mois. Et bien sûr, c'est organisé par les établissements Art et Culture avec bien entendu son concert qu'il donnera et il viendra nous parler de son actualité, son amour pour la musique algérienne. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très très bon moment en notre compagnie. Et puis sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Amel Aribi pour la météo. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Eh bien, il y en a une qui est bien contente ce matin. Ah oui. Vous savez pourquoi? Elle adore la pluie. Eh bien oui, elle va vous l'annoncer. Bonjour Amel. Bonjour Amel, ça va? Ça va très bien. De l'air. Très heureuse donc de parler de pluie, de bon matin. Ouais, ouais. Fait qu'on a vu les petites gouttelettes tout à l'heure en venant. Oui, oui, exactement. Même l'après-midi, j'espère. Hein. Bien qu'hier, il a fait un temps sur Alger, je parle d'Alger, oui, un peu tristouné. Très, très chaud aussi. Chaud et tristouné, très couvert. Très couvert. Même aujourd'hui, c'est pareil. C'est le même type de temps. Par contre, les températures, elles seront agréables. Hein. D'accord. C'est-à-dire, il ne va pas faire vraiment froid. Hein. Ouais. Ça, il faut l'oublier. D'accord. Oui. Dommage. Mais bon. Ok, on vous écoute, Amel. Merci, Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit des passages nuageux, parfois denses par endroits sur les régions de l'ouest, le centre, également l'est du pays, comme on peut le voir sur la carte, avec ces nuages qui vont donner des pluies sous forme d'averses orageuses qui sont parfois localement assez marquées sur les régions de l'ouest et le centre. Vers l'est également, on aura des pluies sous forme d'averses. Par contre, on aura des vents forts sur les Aurès et les hauts plateaux est. La moitié sud connaîtra des passages nuageux sur une grande partie des régions sahariennes, plus exactement le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud, le Nord-Sahara, également les oasis. Quelques pluies par endroit en matinée du côté de Tindouf, puis une nette amélioration se fera sentir durant l'après-midi. Vers le Bécharrois, les oasis, eh bien on aura des pluies sous forme d'averses orageuses, mais qui seront parfois localement assez marquées vers le Bécharrois. À noter des sous-landes de sable du côté de l'extrême sud, le Sahara central, le Nord-Sahara et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont baisser par rapport à hier, avec toutefois maximum de 28 degrés du côté de Tizi Ouzou et également Guelma, 25 à Sétif, Constantine, 27 à Naba, 23 à Alger, 20 degrés à Oran, 21 à Relizane, 26 degrés à Djelfa, 18 degrés à Tlemcen, 19 à Al-Bayad. Au sud, eh bien, on relèvera 21 degrés à Béchar, 27 à Tindouf, 36 Gardaya, 38 à Biskra, 39 à Elizi, 40 degrés à Insalah, 33 à Tamanrasset et Janet et 42 degrés le maximum cette fois-ci à Borj Bedi Mokhtar.
La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et est, agitée sur les côtes centre. Des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et centre. Les vents sur des secteurs ouest sur les côtes centre et ouest à sud-ouest sur les côtes ouest. Et des vents faibles sur les côtes est et les vents seront variables. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où on aura un temps tantôt nuageux et tantôt ensoleillé du côté de Lisbonne. Des pluies prévues à Madrid, Rome, également Berlin. Plutôt nuageux à Londres, également Paris, dégagé à Kiev ainsi qu'à Istanbul. Le mercure affichera 7 degrés seulement à Moscou, 13 à Kiev, 17 à Londres, 19 à Paris, 18 à Madrid, 18 degrés également du côté de Rome, 12 à Istanbul et enfin 21 degrés du côté de Vienne et le maximum 22 degrés à Berlin. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous saurez tout sur les nouvelles du ciel de ce matin et de toute la journée, bien entendu. Et elle continuera à vous donner, bien sûr, la totalité à midi et 19h. Inch'Allah. Donc, on sort couvert quand même, mais pas trop. Pas trop, Il fait chaud, hein. Oui, oui, oui. C'est des températures pas vraiment fraîches. Mois d'avril, mois des fous. Exactement. Donc, Et il faut ça toujours avoir descend, son ça monte. parapluie sur soi, Ouais. bien entendu, et son petit kawaii. Même pas. Pas trop, non. Même pas. Pas trop. Pas Petite trop. écharpe, même pas. Une petite veste. Quand même. On va dire une petite Une veste. petite veste, voilà. Pour les plus frileux. Hein. Exactement. Voilà. Sinon, oui. les autres, ils peuvent sortir comme ça. Ouais, ouais, Pas ça de va. souci. Exactement. Ils vont pas crever de froid. comme on dit. Du tout, du tout. Très bien. Amel, on a oublié le sport. J'ai bon oublié le sport. On aura la rubrique tout à l'heure donc avec Riyad Belkhadim pour revenir sur bien sûr toute l'actualité sportive, en particulier le championnat d'Algérie, bien sûr, les matchs qu'il nous donnera tout à l'heure et puis surtout l'actualité qui monte et qui descend, n'est-ce pas? Ah oui. Voilà. Oh oui. Et puis on va vous laisser repartir avec une Merci, belle chanson. Bien sûr, on pense au peuple palestinien. La seule chose qu'on puisse faire, c'est justement penser à eux. Et bien sûr, avec cette chanson, Mohamed El Hamidi qui chante Sanabqa Houna. سوف
يا وصية الرسول وعد ربي قد دنا دنا والظلام لن يطول يا سفينة الهدى يا شراع الوصول يا مرافع الغدا والدماء إذ تسيل موجنا هتف العدا ما ارتقى من ناقتي فالدماء كالمدى حدها ثأر وبيل وبيل سوف نبقى هنا هنا كي يزول الألم كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف نحمي الحرم مسجدي 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 وفيه لنا مسجدي Voilà, triste bien sûr avec ces chansons qui encore une fois parlent aussi donc de la résistance du peuple palestinien. Bien sûr il faut partager quand on peut partager des images pour véhiculer un petit peu toute l'horreur qui existe à travers donc cette agression bien sûr barbare. Eh bien on va l'accueillir comme chaque dimanche matin, elle est parmi nous, lundi matin aussi et samedi aussi, et vendredi pardon, elle est là parmi nous, c'est Samira Hadj-Amar. Bonjour Samira. Bonjour Amel, bonjour. Comment ça va? La baisse, alhamdoulilah. Très bien. Alors on va parler aujourd'hui d'une partie donc, de notre géographie, une ville dans un tout petit moment, Ténès. D'accord. On va retrouver Ténès dans un tout petit moment. Écume et patrimoine, c'est la rubrique donc de Samira qu'on retrouve bien sûr chaque semaine avec encore une fois à chaque fois une visite guidée à travers une ville, à travers notre patrimoine bien sûr, le legs de nos ancêtres bien sûr et parler donc de cette région de Ténès, Cartena. Cartena. Alors Ténès c'est à une cinquantaine de kilomètres de Chlef. Oui. Donc on est à l'ouest on va dire d'Alger. Oui. Elle est à mi-chemin entre deux grandes, on va dire, cités, et elle-même a été une grande cité par le passé, donc entre Alger et Oran. Donc avec deux influences, à mi-chemin vraiment, entre un peu plus de 200 km d'Alger, 204 km d'Alger et 210 d'Alger. Voilà, donc c'est Chlef, grande histoire, mais Ténès encore plus, 3000 ans d'histoire, c'est pas peu de choses. C'est ça. Et les vestiges sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Très belle région côtière qui a attiré dès le début de son histoire les peuples de la mer, donc les Phéniciens. Beaucoup de voyageurs. Exactement, les Phéniciens d'abord pour le commerce, bien sûr, et ensuite parce qu'ils s'y ont installés aussi. Ils s'y sont installés tout le long des... C'est devenu un port carthaginois Plus tard, un port carthaginois, un port romain, bien sûr, un port ottoman, un port colonial. C'est vrai. Donc, d'abord les Phéniciens, peut-être revenir sur l'appellation de Ténès qui s'appelait au départ, enfin, on rappelle d'abord, il y avait les habitants, les Berbères, les Algériens de l'époque, et donc ils ont commencé des échanges commerciaux avec les Phéniciens. Les Phéniciens ont décidé d'y fonder un comptoir, ils y sont restés 1000 ans. Ils ont laissé des vestiges encore visibles aujourd'hui, les tombeaux puniques qui sont pas exactement. Ensuite, il y a eu une succession de civilisations, de dynasties qui sont déroulées. Ça raconte un peu l'histoire de l'Algérie, mais pas que. Quand on regarde en Tunisie, ça s'est passé de la même manière. C'est ça. En Libye, de la même manière. Et ça a laissé des traces. C'est passé des mains de Syphax à celles de Massinissa, l'unificateur de la Numidie. Ensuite, il y a eu Firmus qui l'a détruite. Ensuite, il y a eu les Vandales qui l'ont détruite. Il y a eu aussi, ça a suivi, les Romains sont venus. Il y a eu des évêchés qui ont été créés là-bas. Il y a eu énormément d'églises. Exactement. Donc, des églises qui ont laissé des vestiges. Des monastères, probablement. Des mosaïques. Des mosaïques. L'une d'elles se trouve à la cathédrale d'Alger. Qui a été récupérée.
Elle a été offerte par le ministère de l'Éducation à la cathédrale d'Alger, du Sacré-Cœur. On peut la voir, elle est près de on va dire de l'entrée, j'ai oublié comment ça s'appelle, l'hôtel, près de l'hôtel. Voilà. Donc, il y a énormément de mosaïques aussi qu'on peut retrouver au Musée national des Antiquités. Elles y sont, elles ont été déplacées, mais surtout, Ténès a offert un trésor en or, mais pas qu'en argent aussi, beaucoup de broches, de croix, enfin en tout 19 objets. Ça a été documenté par Eugeron. Ça a été découvert en 1936 et tu sais, dans des thermes, dans une maison. C'est un trésor de 19 objets qui a été planqué, caché par une femme au moment où les Vandales attaquaient Ténès, donc Schleuf. Et ça a été retrouvé plus tard par hasard, découverte fortuite. Hein. J'imagine qu'encore au jour d'aujourd'hui, on peut faire de belles découvertes. Oui. Probablement. Oui, parce que c'est une région sismique, parce qu'il y a eu 2 grands tremblements de terre en 1954 et puis en 1900. Et ça a fait causer beaucoup de morts, de décès. La ville a même changé, la ville a changé de nom, passé d'Asnam à Schleuf, en référence au fleuve, donc Chelif, qui arrive jusqu'ici, jusqu'à Oued el-Harrach. Donc, bien sûr, on peut trouver énormément de choses. Il y a eu, c'est vrai, une urbanisation galopante, mais c'est le cas de toutes les villes. Mais on ne sait jamais, hein, on peut retrouver. Il y a des fouilles qui en sont faites. Il y a un grand musée à Schleuf où beaucoup de choses sont entreposées. Ça commence de la préhistoire jusqu'à l'histoire moderne. Donc, il y a l'agriculture aussi qui est développée aussi du côté de Schleuf. Bah, les Phéniciens, quand ils sont arrivés pour le miel, l'ivoire. Ils sont arrivés aussi pour le cuivre. Et en parlant du cuivre, il y a alors à Toulon, il y a une cloche. Le clocher, on va dire, de l'église de Toulon, l'une des églises de Toulon, je pense la cathédrale. Qui a été récupérée ? Oui, exactement. Elle est à Toulon. Donc, ils l'ont prise de Ténès et ils l'ont installée à Toulon. D'accord. Ils ont pris pas mal de choses. Voilà. L'histoire de Mama Binette aussi ? Mama Binette pas loin aussi, la légende, on l'a déjà racontée ici. Elle est jusqu'à aujourd'hui. Il y a une Vierge Sainte Marie, donc qui est encore visible. Qu'est-ce qu'on peut voir ? En fait, il faut rappeler que les Andalous ont fondé la Médina. Donc la ville de Ténès, quand on arrive, il y a une ville qui est entre parenthèses moderne, celle construite par le colonisateur français, mais construite sur les vestiges romains et les vestiges aussi puniques. Ils ont même utilisé on va dire des matériaux de la pierre romaine antique pour construire la nouvelle ville. Et qui reste encore en quelques vestiges, c'est-à-dire que ça reste... Il reste beaucoup de vestiges. Beaucoup, oui. Ça reste debout. Ça veut dire que les mortiers de l'époque, les pierres de l'époque étaient quand même assez de qualité. Exactement. Donc c'est une ville, une région qui était connue pour les céréales, l'ivoire, le miel, le cuivre, le fer, le plomb. Enfin, il y avait énormément on va dire, de choses qui attiraient. Les gens sont venus pour ça. Le commerce, bien sûr. Uniquement pour la vue. Et pour parler des Phéniciens, ils ne se déplaçaient que la nuit. Ténès, à la base, le sens, c'est halte, ville du couchant. Même en Tamazirt, en fait, Ténès, en Tamazirt, veut dire halte, repos, on va dire. Et donc, eux ne voyagent pas la nuit parce qu'ils ont peur de la nuit, la mer pendant la nuit. C'est pour ça qu'ils se déplacent sur de courtes distances. Voilà, et on les retrouve à peu près sur tous les ports d'Alger. Il y a un phare à voir, c'est-à-dire ça, c'est les points qu'on peut visiter à Ténès. À Ténès, au jour d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça reste toujours une ville très attractive. Hein. Très belle ville pour les vacances d'été. Oui, tout à fait. Moi, j'en entendais parler depuis toute petite. Il y avait toujours une copine qui partait à Ténès et qui nous racontait de belles histoires de vacances. La mer était magnifique. Oui, parce c'est comme des espèces de criques en fait. Voilà. C'est entre les montagnes, rochers. Exactement, et la mer. Ça forme des criques en fait. C'est ça. La mer, elle est magnifique. Sublime, exactement. Voilà. Et bien sûr, la mer Méditerranée qui recèle beaucoup de trésors en son fond. Et il y a un trésor subaquatique. On espère qu'il sera un jour... D'ailleurs, vous nous avez ramené donc, un archéologue qui était plongeur en même temps, Ben Salah, le jeune fils donc, de M. Ben Salah. De père en fils, archéologue. De père en fils, tout à fait. Et qui vous avez parlé justement de ces recherches qui étaient effectuées dans toute la région. Notamment à Cherchel, pour toute Alger, et la wilaya de Tipasa. Voilà. Et il plonge partout parce que le patrimoine est partout. Je voulais revenir sur la composition de Ténès, qui est divisée en 2 parties, donc la partie coloniale, qui est romaine à la base, et puis la partie, on va dire, le vieux Ténès, qui est la Médina, qui
en son cœur, il possède l'une des plus anciennes mosquées d'Algérie, c'est Sidi Boumaïsa, c'est Sidi Maïsa ou Boumaïsa, c'est selon l'appellation. Donc c'est une ville qui était à la base construite autour d'un souk qui était juste en face de la, bon aujourd'hui c'est plus le cas, en face de la mosquée, avec toute l'ambiance qui sied aux Andalous en fait. Ils sont restés, ils ont construit, ils ont beaucoup échangé. La mosquée ressemble de par son minaret à celle, on la compare à celle de Damas, la grande mosquée de Damas. Et puis avec toutes, on va dire les colonnes, les arcades qu'il y a à l'intérieur, l'orientation. Et puis un exemple architectural quand même. Exactement. Voilà, qui épouse bien peut-être l'architecture de la ville. Qui a beaucoup changé depuis, bien sûr. Le quartier historique, c'est aussi toute une partie de l'histoire musulmane, puisque ils se sont installés là-bas. Et bon, l'âme reste. Le vieux Ténès reste. Voilà. On voit quelques images. Voilà, c'est la mosquée. C'est le minaret de la mosquée. Petite mosquée. Petite mosquée, bien sûr, comme oui. Oui, oui, il y avait un souk, une petite mosquée, une petite ville. Voilà. Ce n'est pas le chef-lieu de... C'est clair. Voilà, c'est pas la grande population de l'époque. Cela dit, Chlef est l'une des wilayas les plus peuplées du pays. D'accord. Et elle a toujours été peuplée. Après, c'est sans doute à cause de la mer, c'est sans doute à cause de la situation géographique. Probablement. Voilà. Donc c'est un lieu à visiter. Absolument. Avec bien entendu ses points forts et bien sûr son architecture et son histoire. Oui. Ça reste attractif. Alors vous parliez tout à l'heure d'un musée. Oui, le musée de Chlef qui contient toutes les trouvailles qui ont été faites depuis la préhistoire, parce qu'il y a des fouilles qui sont faites, il y a des découvertes fortuites à chaque fois qu'il y a des constructions ou par hasard comme ça. Et puis les gens. D'accord. Donc les archéologues, les jeunes archéologues ont aussi encore du travail à faire. Tout est à voir, tout à découvrir. Les 3 quarts n'ont pas été découverts. Voilà, c'est des images que vous avez apportées, c'est ça? Oui. Donc, encore une fois, ça, c'est la mosquée. Oui. Elle est en hauteur? Elle est en hauteur. D'accord, parfait. Elle est en hauteur. Oui. Donc, on parle un petit peu donc, de ces villes aujourd'hui que vous nous faites découvrir à chaque rubrique. À chaque fois, un voyage s'impose pour découvrir et la ville, l'architecture, l'histoire, bien sûr, qui nous rappelle, bien sûr, d'où est-ce qu'on vient, et bien entendu... la richesse de l'histoire. Oui. Toutes ces civilisations, toutes ces dynasties ont impacté sur nous d'une manière significative. On est des Méditerranéens, on est ouverts sur le monde, on reste des Berbères, on a cette culture musulmane qui nous vient d'Orient. On a tout. La culture, bien sûr, donc, de la ville aussi, de Ténès. Le patrimoine de Ténès. Est-ce qu'on a retrouvé une bibliographie dans ce sens aujourd'hui? Alors, tout ce qui a été découvert a été documenté. Bien sûr, c'est des traditions. D'abord, c'est les gens de la mer, donc c'est le poisson. Mais dans toute la wilaya, ils ont aussi le harira, ils ont comment on appelle ça, le trida, je crois. Ouais. Voilà, trida. Enfin, ils ont des plats comme ça, des gastronomies, mais ils ont aussi toute la culture qui va entre celle du centre et celle de l'ouest. On est près d'Oran, on est près de Tlemcen. Ah oui, en parlant de Tlemcen, en 1936, il y a eu la création de la Medresa El Khaldonia. Donc c'est une medresa qui est toujours en activité. Une période a été fermée pour restauration. Donc il y a eu, ça a énormément contribué à l'enseignement le rayonnement culturel, d'étudier, de ne pas rester la culture, bien sûr, et bien sûr l'émancipation d'un peuple, ça passe par son éducation, surtout évidemment. Pendant la colonisation française. C'était des personnes lettrées à l'époque. Très lettrées, mais on va dire que quand même... Avant la colonisation. À partir de la colonisation, il y a eu, on a empêché les Algériens d'aller à l'école, d'accéder à l'école, ce qu'ils appellent l'école républicaine. Donc, heureusement qu'il y avait ce genre d'institutions, d'établissements qui permettaient au moins d'étudier la langue arabe, le Coran, et puis tout ce qui va avec, parce que ce ne sont pas... Il y a tout. Il y a tout l'enseignement nécessaire pour avoir une éducation. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Samira. Voyage touristique, culturel, c'est indissociable aujourd'hui. On ne peut pas dissocier la culture du tourisme parce que c'est l'histoire des lieux, c'est l'identité des lieux et c'est notre histoire aussi très riche. Tout à fait. Et puis demain, on aura aussi une belle découverte avec vous. On continuera. Oui, on reste sur l'anniversaire des 40 ans
la disparition de Mohamed Siakhem. Voilà, oui. Un grand artiste algérien qui a voulu aussi, de par son intelligence et son charisme, marquer bien sûr notre patrimoine et notre culture. Et il l'a fait très bien, et tout en défendant aussi son nationalisme. Son nationalisme, son art, son engagement vis-à-vis de l'Algérie et vis-à-vis des arts. C'est ça. Oui. Samira, je vous souhaite une bonne journée. Vous allez retourner à Ténès? Oui. Allez, on peut, pourquoi pas, parce que bon, il va faire bon aujourd'hui, donc peut-être ceux qui sont en congé aujourd'hui, qui ne travaillent pas, allez, faites un petit tour du côté de Ténès, voir un petit peu cet air marin de cette région. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À vous aussi. Voilà. Tout de suite, je vous invite à suivre ce reportage signé Nawal Benjilali qui nous fait découvrir l'école de l'intelligence artificielle. On se retrouve juste après. L'intelligence artificielle, domaine des sciences informatiques qui vise à créer des systèmes capables d'exécuter des tâches nécessitant l'intelligence humaine. Cette montée en puissance de l'intelligence artificielle impose la création d'écoles spécialisées dans le domaine. En Algérie, l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle vise à former une élite capable de porter l'innovation locale et de réduire la dépendance en technologies étrangères. Elle se présente comme un hub pour la souveraineté technologique. Donc, depuis sa création, l'école a attiré les meilleurs étudiants algériens. Et ces étudiants-là sont formés par des enseignants qui sont parmi les meilleurs enseignants-chercheurs ici en Algérie et même qui sont très reconnus au niveau international. Ce sont des enseignants qui étaient eux-mêmes des étudiants avant dans des grandes écoles, dans des universités algériennes et qui ont fait des études à l'étranger ou aussi qui ont fait des études ici en Algérie et qui ont beaucoup travaillé et qui ont montré que les choses sont possibles ici en Algérie et qui ont décidé de retourner et de rentrer au pays et pour contribuer au développement de ce pays. Située à Cité Abdallah, pôle technologique d'Alger, l'école propose des formations avec des axes prioritaires tels que l'industriel, la santé, l'agriculture et la sécurité, allant de la licence au doctorat. Donc ces étudiants en nombre de 200 chaque année, c'est une force qui va permettre au secteur, on va dire économique et de la technologique ici en Algérie, d'évoluer avec en se basant sur des ingénieurs qualifiés qui ont beaucoup de talent et qui ont aussi la capacité, qui ont aussi une très grande capacité de travail. En premier lieu, on encourage les étudiants à ce qu'ils deviennent entrepreneurs en lançant leur start-up ou petite entreprise dans ces spécialités qui sont l'intelligence artificielle, la digitalisation, etc. Ou sinon, devenir cadre supérieur de groupes algériens importants pour contribuer à l'évolution de ces groupes-là. Former des experts qui répondent aux besoins spécifiques à l'économie, l'école collabore avec plusieurs partenaires et débouchés locaux et universités internationales. Donc la consolidation des programmes d'enseignement, les conventions de partenariat pour permettre aux étudiants de trouver du travail et être utiles ici en Algérie. Et ça leur permet aussi, pour ceux qui souhaitent en fait se lancer dans la recherche académique et scientifique et pour être utiles, parce qu'après tout, c'était des Algériens, donc on leur ouvre aussi la possibilité de faire de la mobilité internationale avec des universités parmi les plus prestigieuses dans le monde. Donc on évolue comme ça. Les étudiants, donc à partir de la 3e année, c'est-à-dire l'année dernière, ont fait des stages dans plusieurs entreprises ici en Algérie. Donc ils commencent un peu à connaître, à faire leur réseau. La première promotion, donc normalement, c'est prévu pour juin 2026. Et déjà, on a des offres d'emploi de groupes en groupe, ou bien de start-up, ou bien d'autres partenaires du secteur économique.
Cette institution s'inscrit dans une stratégie globale pour faire de l'Algérie un acteur africain majeur dans l'intelligence artificielle. Ils sont bien partis pour avoir une bonne carrière et un bon avenir. Parce que, ils sont bons, ils l'ont prouvé au bac. Ils ont fait une bonne école qui a une certaine réputation, qui est connue au niveau international et au niveau national. Donc les conventions qu'on a signées en témoignent. D'accord. Et 3, c'est le boom de l'intelligence artificielle. Maintenant, la question majeure, c'est comment on peut en fait maximiser. C'est pas en fait il va y avoir un bénéfice. Il y a pas de doute. Donc investir dans la formation, investir dans la ressource humaine, etc. Donc c'est clair, il va y avoir un bénéfice. Mais maintenant, le challenge qui est comment optimiser, maximiser ce challenge, c'est-à-dire tirer le maximum de profit, c'est-à-dire créer un écosystème qui permet l'idéal, c'est-à-dire l'idéal, c'est un écosystème qui permet à ces étudiants de s'épanouir, parce que c'est ça ce qu'ils cherchent, de faire les choses et de réaliser les choses ici. Il y a un véritable boom sur l'intelligence artificielle, effectivement, et c'est vrai que nos jeunes sont très, très adeptes de tout cela aujourd'hui. Ils sont très doués et la matière grise est là. Donc on les reçoit assez souvent et on aura l'occasion de les recevoir puisque le 16 avril, c'est pour bientôt. Yom el-Hilm, bien sûr, on en parle. Et bien entendu, ce reportage a été programmé dans ce sens-là pour montrer encore une fois tout ce qui est fait pour justement développer les compétences de nos jeunes aujourd'hui, les jeunes algériens qui évoluent dans les universités algériennes. On en parlera bien entendu en détail avec des invités. Et là, chaque dimanche, vous avez rendez-vous avec la nutrition et notre nutritionniste maison, c'est Ania Sril qui est avec nous. Bonjour Ania. Bonjour Amal. Comment ça va? Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, vous avez pensé aux sportifs. Exactement. Les sportifs, comment se nourrissent les sportifs, comment ils doivent se nourrir avant et après un entraînement. Voilà. Le sport qui est très important pour la santé de façon générale, pour le bien-être surtout. On a tendance un petit peu à focaliser se focaliser sur l'idée que le sport c'est plus pour perdre du poids, mais c'est surtout pour le moral, pour le bien-être de façon générale. Pour le punch. Exactement. C'est vrai que et pour une meilleure santé. La journée en faisant du sport, on est en bonne forme toute la journée, en principe. Hein. En principe, il suffit aussi de bien choisir son sport. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que le sport soit une forme de corvée. C'est-à-dire, j'ai salle de sport aujourd'hui où je dois y aller, je n'ai pas envie d'y aller. Il faudrait que ce soit un sport qui nous fait sentir plus épanouis, qui nous plaise surtout et qui soit adapté à notre emploi du temps. Car je reçois souvent en tant que médecin la question quels sont les horaires les plus adaptés pour le sport, le matin, l'après-midi. En réalité, un sport qui est un petit peu c'est-à-dire où ça demande à être beaucoup plus, qui est un peu plus speed, on va dire, on va laisser ça au matin, bien sûr. Mais quand il s'agit d'un sport un peu plus doux, comme la natation, ça peut être aussi en fin de journée, c'est parfait. Mais l'idéal, par exemple je dirais plus le pilate, qui est assez à la mode et qui donne de très bons résultats. C'est une façon de se muscler sans faire de gestes brusques, sans trop, j'ai envie de dire, sans trop se fatiguer, mais plutôt ça donne des résultats en peu de temps. C'est-à-dire en peu de temps, on peut voir des résultats. Voilà, c'est des mouvements qui sont synchrones avec la respiration, c'est des étirements qui musclent le corps, que je conseille d'ailleurs. D'accord, je suis plus adepte pour ça. J'ai pas encore essayé. Va pour le pilate. Je serai partante pour le pilate. Exactement. Et surtout, il faudrait que ce soit en adéquation avec notre emploi du temps. Encore une fois, on est dans une époque où tout va très vite. Il faut se faciliter les choses. Pour qu'on puisse avoir une bonne alimentation, il faut mettre les choses en place, réorganiser pour que ce soit adapté et réaliste pour notre quotidien, et c'est pareil pour le sport. On va passer à l'alimentation avant le sport. Alors, il paraît qu'il faut bien manger quand même avant d'aller faire des entraînements. Il ne faut pas aller le ventre vide. Bien sûr, bien sûr. Pour les personnes qui veulent faire du sport de façon régulière, on ne parle pas de sport de très haut niveau forcément, ni des sportifs qui en font de temps en temps et qui lâchent, mais vraiment 2 à 3 fois par semaine de façon régulière, car c'est ça qui va donner au final un résultat. Il faudrait s'alimenter au moins 2 heures avant pour laisser quand même, pas au moins, on va dire 2 heures,
pas au moins. 2 heures, 2 heures, 1 heure et demie, c'est parfait pour laisser le temps à notre système digestif de digérer et de ne pas être fatigué aussi pendant la séance de sport et apporter de l'énergie. Car comment apporter de l'énergie? On va apporter avec des sucres lents, des glucides à indice glycémique bas, comme du pain complet, des protéines aussi. On va avoir besoin de protéines pour renforcer nos muscles et éviter de les abîmer, on va dire, pour simplifier les termes pendant la séance de sport. Car il y a, comme vous le savez déjà, il y a souvent des hypoglycémies qui peuvent survenir pendant une séance de sport si on n'est pas préparé, que ce soit des hypoglycémies parce que nous n'avons pas bien mangé ou des fois des problèmes de déshydratation, car on n'est pas assez bien préparé et pas assez bien hydraté. Donc 2 heures à 1 heure et demie avant, des glucides, du pain complet par exemple, du pain complet, du riz complet, une source de glucides à indice glycémique bas. C'est-à-dire on ne va pas prendre un jus de fruits, on ne va pas compter sur un jus de fruits seulement ou même un gâteau. Pourquoi? Parce que c'est des sucres qui vont... Déjà, c'est des sucres qui sont inflammatoires et c'est des sucres rapides. C'est-à-dire que juste après, ça va donner un pic d'insuline et une hypoglycémie réactionnelle juste après, on va avoir l'effet inverse. Ça ne va pas durer, ça ne va pas nous donner l'énergie dont on aura besoin pendant la séance de sport. Donc on va plutôt miser sur le pain complet, sur le riz complet, ça dépend l'heure. Si vous faites ça le matin, c'est plus une tartine de pain complet avec des œufs pour la ration de protéines. Si c'est après le déjeuner, ça sera plutôt du blanc de poulet pour les protéines ou des lentilles, des pois chiches pour les protéines de qualité. Et c'est bon d'aller faire du sport avec le ventre plein quand même. Après le déjeuner, c'est un peu lourd. C'est pour ça que j'ai dit 2 heures après. C'est-à-dire on laisse le temps pour la digestion, puis on y va. Et surtout, il ne faudrait pas que ce soit lourd. Il faudrait que ce soit une portion assez suffisante pour nous rassasier sans que ça nous remplisse trop. Tout à fait. Le matin, et surtout miser sur ça. Le matin, c'est un peu plus délicat. Il y a des personnes qui ne mangent pas trop le matin et qui partent faire du sport comme ça, le ventre vide. Et ce n'est pas très conseillé, bien sûr. Pour les protéines, là, je conseillerais plus du yaourt nature, par exemple. Il faut aussi apporter des fruits pour l'effet antioxydant et protection des muscles, car pendant la séance de sport, on va un petit peu avoir un pic de cortisol. C'est une hormone du stress, parce qu'on va faire un effort, donc il va y avoir un terrain un petit peu inflammatoire pour le corps, pour les muscles, et donc il faut préparer le muscle avec des aliments antioxydants de façon régulière. Encore une fois, tout ce qui est occasionnel n'a pas vraiment d'effet. C'est vraiment rentrer ça dans une routine et s'habituer à s'alimenter de cette façon avant et après sa séance de sport. D'ailleurs, après la séance de sport, il s'agit de récupérer. En prenant tout ce qui a un effet anti-inflammatoire et qui va un petit peu compenser l'effet du cortisol. On va essayer d'apporter des nutriments. Et c'est l'erreur que font beaucoup de sportifs. Beaucoup de sportifs misent sur les protéines. Ils prennent des barres hyper protéinées, ils prennent beaucoup de milkshake avec du lait, des œufs. C'est pas très mauvais parce que c'est quand même un apport protéique intéressant, mais il faut quand même surveiller la fonction rénale parce que les protéines qui dit beaucoup de protéines dit quand même les reins qui vont beaucoup travailler, donc il faut surveiller quand même sa fonction rénale et il faut équilibrer. Il faudrait toujours que ça rentre dans une assiette santé. Il faut apporter des fibres, mais ça c'est après le sport, après la séance de sport, on va dire 1 heure à 2 heures, c'est parfait. Après la séance de sport, apporter des fruits et des légumes, plus c'est coloré, plus c'est vitaminé. C'est-à-dire et bien sûr anti-inflammatoire. Et un effet anti-inflammatoire, tout ce qui est gingembre, tout ce qui est curcuma, tout ce qui est citron, tout ça, c'est très bon pour réalcaliniser le corps après cette séance de sport qui a quand même apporté un petit peu qui a engendré un petit peu un pic de cortisol et un terrain un petit peu inflammatoire. Donc on va apporter les nutriments essentiels. Et je vois peu de sportifs se concentrer sur les nutriments et les vitamines alors que c'est essentiel. Quels sont ces vitamines et ces nutriments qu'il faut apporter soit par complément alimentaire, mais encore mieux par la nutrition, c'est le zinc et le sélénium.
le zinc et le sélénium et les vitamines du groupe B. Voilà, ça c'est les vitamines qu'il faut apporter après une séance de sport généralement. On trouve ça dans les noix, dans les amandes, on trouve ça aussi dans les sardines, tout ce qui est oméga 3, sélénium. Donc par exemple, je vous donne un repas après sport qui est parfait, c'est une portion de riz complet, des sardines qui sont riches en oméga 3, de l'huile d'olive, du citron, c'est juste parfait. C'est le repas, on va dire, tout ce que modèle. Mais il y a toujours des alternatives. Il y a toujours des alternatives et essayer d'apporter le plus possible des vitamines et surtout du groupe B, encore une fois, tout ce qui est noix, tout ce qui est amandes, le magnésium pour les muscles et pour la récupération et la réparation, on va dire, des muscles. Le magnésium, c'est le nutriment des muscles, donc il faut aussi l'apporter. Les bananes, le chocolat, beaucoup d'oléagineux en contiennent aussi. Voilà. Donc, moi, je serais partante pour le petit déjeuner du matin, avant le sport, bien sûr. C'est vrai que c'est bon de faire du sport le matin et manger sa petite tartine de pain complet. Exactement. Avec, vous disiez tout à l'heure, des œufs, des protéines. Voilà. C'est un peu dur en fonction des goûts. Il y en a beaucoup pour qui les œufs le matin c'est très important et d'autres pour qui c'est difficile. Mais on peut toujours remplacer cette ration de protéines, cette portion de protéines par un yaourt. Il y a aussi une autre source de nutriments, de sélénium, de magnésium qui est très riche, c'est tout ce qui est graines, les graines germées, surtout les graines de courge. Je les conseille pour les adopter, on va dire les intégrer dans son alimentation lorsqu'on est un sportif. S'intéresser aux graines germées qui sont des véritables petits trésors en nutrithérapie, car c'est des concentrés de nutriments. Voilà. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez l'hydratation. Tout dit, tout à fait. Et n'oubliez pas l'hydratation, bien sûr. Alors, elle nous a proposé aussi un jus de citron, c'est bon. Pas de milkshake, c'est mauvais. Après, bien sûr, pas d'excès. Sinon, ça reste toujours un apport intéressant. Vous d'ailleurs, à chaque fois que vous venez, vous le dites, tout, bien sûr, sans excès. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup, Ania. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci pour tous vos conseils. Donc maintenant, dorénavant, vous saurez comment se préparer avant chaque entraînement et après chaque entraînement. Bien sûr, avec un sport de normalement 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Selon le sport qu'on fait, que ce soit du cardio ou que ce soit pour plus de masse musculaire, déjà, le fait de faire 20 minutes par jour de marche rapide, c'est considéré comme un sport. D'accord. Voilà. Donc, 1 heure, c'est un petit peu beaucoup. 2 heures, c'est plutôt un peu beaucoup, mais 1 heure, c'est parfait. Eh bien, on va savoir ce qu'en disent les sportifs. Dans un moment, on recevra Yazid et Riyad Belkhadim. Ils nous diront comment est-ce qu'ils s'entraînent et comment ils s'alimentent, bien sûr, avant chaque entraînement. Merci beaucoup, Ania. À la semaine prochaine, Inch'Allah, dimanche prochain. Je vous invite tout de suite à regarder et apprécier ces images d'Alger. On se retrouve juste après.
sur le plateau avec bien sûr nos amis, nos collègues de Bonjour d'Algérie. D'abord Yazid, bonjour Yazid. Bonjour, comment ça va? Abbas? Aujourd'hui vous allez nous parler donc, de votre rubrique So, avec une actualité bien entendu. Béni soit votre journée. Bien sûr. Et Riyad Belkhadim, bonjour Riyad. Bonjour Amel, ça fait longtemps. Alors je ne sais pas si ça fait longtemps que je ne suis pas venu au Bonjour. Non, ça fait longtemps que je n'étais pas là. Voilà. Heureux de vous retrouver. C'est gentil Riyad, merci beaucoup. Heureux de vous retrouver aussi Yazid. Alors je ne sais pas si c'est So, S-O, ou So, S-A-W. L'horreur de bon matin. Non. C'est une So, avec un point d'exclamation pour justement donner une actualité donc riche. Pour passer d'un sujet à un autre en fait. Tout à fait. So, voilà. À l'anglaise. Voilà. Alors Riyad, vous faites du sport? Je devrais. Le donneur faut pas me lancer de bon matin sur ces choses-là. Parce que quand avant, on a parlé de nutrition. Voilà, évidemment, j'ai dit à notre ami de la rubrique nutrition, je lui ai dit, je vais demander aux garçons s'ils font du sport. Et comment il faut se préparer avant chaque sport. Après Ramadan, il faudrait que j'en fasse. Voilà. Non, c'est pas pour ça que je vous l'ai dit, non. Mais 30 à 40 minutes de footing 2 à 3 fois par semaine. La marche. Et surtout, parce qu'il n'y a pas que le sport. Il faut aussi une bonne alimentation en parallèle avec le sport. Manger sain. C'est ça. J'ai appris il y a quelques... Chaque entraînement. J'ai appris il y a quelques jours qu'il ne faut pas prendre de sucre le matin jusqu'à 13 heures. Et il faut, pour certaines... Ça brûle rapidement et vous serez fatigué. Même manger des protéines au petit déjeuner. Voilà. Oui, c'est ce qu'elle a dit, notre spécialiste. Des œufs, du poulet. C'est exactement ce qu'elle a dit, notre spécialiste. Vous suivez très bien. Hein. Et je sais bien que Yazid fait du sport. Oui, elle me fait courir en fait. Yazid fait énormément de sport et il est très assidu quand il s'y met. Ah ben Sauf qu'en ce moment... Mais là, elle me fait courir. Non, oui, la petite voilà. la fille le fait courir. Sa petite fille le fait courir, voilà. Évidemment. Mais sinon, vous faites du sport. Oui, au parc, de temps en temps. Oui. La Zoom, bien sûr. Eh bien, c'est très bien. Donc, bien sûr, avec les conseils de notre amie Anya, on a pu voir comment, bien sûr, pratiquer un bon sport. Sinon, vous allez nous parler du sport, bien sûr, de haut niveau et du championnat d'Algérie. En attendant d'en faire, je vais en parler, du sport. Oui. On va commencer par la Ligue 1. Alors, c'est une journée hachée et amputée. Voilà. La programmation, ils ont du mal à la Ligue. Il y a des clubs qui participent aux compétitions africaines. Enfin, c'est fini pour 2 sur 3, malheureusement. Il y a eu la semaine dernière, souvenez-vous, le choc entre deux. Mouloudia non, USMA et CSC pour la Coupe de la CAF. C'est une affaire qui vont jouer. C'est les Constantinois qui passent au prochain tour. Le Mouloudia s'est battu, mais ce n'était pas suffisant face, à mon avis, à une des meilleures équipes du continent, les Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Ils sont seconds au championnat avec 2 matchs en retard. C'est une très très bonne équipe qui est passée au prochain tour. Donc, Mouloudia, USMA, le derby, il était reporté de cette journée. Et puis, CS Constantine, MCO également reporté. On va parler de quelques matchs. Et puis, pourquoi? On va voir avec Amina le premier match de cette journée. Ça a commencé jeudi. Il y a eu 2 matchs. Tout d'abord, l'Espérance de Mostaganem, voilà, qui, après avoir concédé un but d'Akbou, le voici, Mostaganem arrache sur sa pelouse, on le voit, avec ce second but, arrache le match nul à Mosta, un but partout. Les 2 équipes jouent le maintien absolument. Et puis, la même soirée, très bonne opération, Yazid, de cette journée. Vous allez savoir pourquoi je parle de très bonne opération, c'est celle du CRB. Difficile de gagner. 3-0 à 3-1, oui. Difficile de gagner à Béchar. C'est vraiment compliqué. Pourquoi? Et le CRB, parce que le Saoura est très difficile à négocier à la maison. Et le CRB l'a fait avec brio. Victoire du Chabeb de Belouizdad à Béchar, 3-1. Ça permet à Belouizdad de conforter sa seconde place juste derrière le Mouloudia d'Alger. Une seconde place synonyme de Champions League la saison prochaine, comme chaque année depuis 5 ans maintenant, le CRB. Et puis, vendredi, l'ASO Schleuf a perdu à la maison. C'était en direct sur Canal Algérie, commenté par Fetri Ben Dali. Victoire de Sétif. Sur les Lions du Chérif, 1-0. Le Paradou également, au 5 juillet, a concédé un match nul face à Al-Bayad. Et puis on arrive à samedi, et ces images, celles de... Rappelons que le Bayad se prépare pour la Coupe. Tout à fait. La Coupe, ce sera mercredi prochain. Il y a 2 grands chocs. Il y a le Harash
Usma. Harrach. Le Harrach, je suis là. C'est une Semsem. Moi, je dis pas. Moi, je dis rien. Moi, à chaque fois. Oui, mais en fait, le Harrach, ils ont tout pour eux. Jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où on parle. Hein. Ils sont premiers. Non, ils ont tout pour eux. Ils sont premiers ex-aequo avec Louis VII, avec le match arrêté, match pas joué avec Louis VII. Donc, ça sera le tournant du championnat qui va monter en Ligue 1. Ils ont joué dimanche. Ils ont joué jeudi dernier et ils ont gagné face à Tlarma. On va voir les images. Ne vous impatientez pas. Par contre, ils ont tout pour eux, mais ils peuvent tout perdre avant la fin. C'est pas ce que je vous souhaite, bien évidemment, parce que le championnat c'est pas terminé. Ça, c'est le match de Magara. Voilà, on est toujours en Ligue 1. Merci. Magara Khenchla. Magara Khenchla. Alors Khenchla qui a perdu face à la JSK à la maison, là qui repère à Magara. Magara qui donc s'extirpe de la place de Lanterne Rouge. Vous savez qui c'est qui entraîne Magara, qui est revenu à Magara? C'est l'ancien de l'USMA et l'ancien de la GSK, c'est Asdin Edjoudi qui coach Magara et qui est dans l'opération de pompier, de sauvetage pour Magara. Et puis, pourquoi je vous ai dit que le CRB avait fait une bonne opération? La JSK, elle devait absolument l'emporter hier à la maison face à Biskra. Et ben, que nenni, ils n'ont pas pu gagner, donc ils ont laissé le CRB les distancer. La GSK reste troisième avec 37 points, il y a 3 points qui séparent le CRB de la JSK. C'est rattrapable. Et donc, je l'ai dit... Et Biskra sort un petit peu de la zone rouge, non? Tout à fait. Non, Biskra reste dernier. Pourquoi? Parce que Magala a gagné. Donc le match nul ne suffit pas. Il reste à 18 points et Magala 21 points. Ça va être compliqué. Mais pour l'instant, les deux sont relégables. Voilà donc pour la Ligue 1 avec les 2 matchs reportés. On va passer à la 2e division. Et voilà les Kawassir, les Semsem, les Harachi qui l'ont porté 1-0. On va voir les images. Alors, il fallait attendre longtemps. Il y a eu beaucoup d'occasions ratées par l'USM Al-Harrach à la maison face à Tlarma. Le stade toujours complet. Les supporters sont fidèles. Ils remplissent les stades. Ça, c'est vrai, je peux vous le dire. Hein. Je suis arrivée dans le quartier, il y avait du monde partout. Et ils étaient tous jaunes et noirs. Et Amel regarde le match de la fenêtre. Hein. Voilà. Bien sûr. Et ça commence très fort pour les Harrachi. Même si Tlarma a tenté de répondre coup pour coup. Et finalement, c'est sur un magnifique coup franc, vous allez le voir, en début de seconde période, que les Harrachis ont réussi à faire la décision sur un seul petit but, ce qui leur permettra d'engranger leur 58e point, comme Louis VII d'ailleurs, qui a gagné, puisque Louis VII aussi a battu Batna 2-0, mais... Et qui a marqué, c'est Badesh, non? C'est Badesh qui a marqué. Oh, vous suivez. Badesh has been. Badesh has been. Non, c'est Gadouche qui a marqué. Vous allez le voir avec cette action. D'abord. Je vous ai eu, hein. Il faut que je fasse attention. Mais regardez, le but, il est superbe. Hein. Il faut le regarder. Magnifique sur ce coup franc. Côté opposé. Et ça va libérer tout le stade du 1er novembre de l'Harrach. Et ça permet donc. Content. Et je voulais dire, Louis VII qui gagne, mais à la différence, au match aller, le Harrach avait battu Louis VII. Oui. Donc pour l'instant, c'est le Harrach qui est en tête de cette ligue à l'Est. Et vous m'avez eu, tout à fait, mais je me vengerai. Hein. Alors, dans l'autre groupe, Ben Aknoun semble avoir plié championnat. On attend la fin de ce match. Ben Aknoun qui jouait face à Saïda, le leader de ce groupe centre-ouest. Ben Aknoun a battu Saïda 1-0. On va voir les images dans quelques instants. Au moment où son poursuivant immédiat, qui est le RC Kouba. Le RC Kouba qui est quand même à 7 points de Ben Aknoun. Ça va être difficile. Voilà donc le seul but au stade du 20 août pour le SBA, le S Ben Aknoun, qui lui permet de rester largement en tête alors que dans l'autre match, le derby algérois entre Kouba et El Biar a vu le RCK, on va le voir dans quelques instants, l'emporter 1-0. D'abord, on va ce match de Ben Aknoun qui finira donc par ouvrir la marque et sur ce pénalty concédé par l'arbitre, transformé et ça fait 1-0 pour les locaux. Face au Mouloudia Saïda, qui a aussi du mal en championnat. Et puis le dernier match donc, de cette matinée, ce sera le derby entre le RCK
et Elbiar. Elbiar qui est 3e, mais qui décrochait déjà, 43 points pour la JSEB, qui jouait la montée depuis la phase aller, mais qui décroche en phase retour. On va finir donc toutes les occasions de ce match entre Ben Aknoun et Saïda. Beaucoup d'occasions. Pas beaucoup de public. Hein. Ben Aknoun, c'est comme un peu le Paradou. Hein. C'est pas le Paradou, voyons. Quand même, il y a des lycées, il y a des universités, il y a quand même, hein, voyons. Ouais. Il y a beaucoup de Par contre, RC Cuba, oui, hein, oui, un grand public. Bien sûr, bien sûr. Cuba, un public, on va caler ce dernier match. Hein, c'est le derby. Il y a, comment on dit en arabe, il y a une shahna entre Elbiar et... Elbiar aussi, c'est un grand club. Il y a de grands joueurs qui ont été formés à Elbiar. GSEB, oui, bien sûr. Nasser Bouich, la star du mondial. Al-Jibril, oui. Tout à fait. On va voir donc ce dernier match entre le RCK et Elbiar. Cuba qui reste à 50 points, elle va avoir du mal, mais Ben Aknoun doit faire un sans faute pour assurer la remontée en Ligue 1, parce que Ben Aknoun avait quitté la Ligue 1 l'année dernière pour descendre au purgatoire pendant les saisons. On revoit ces images. Voilà, ça c'est le stade du frère Ben Haddad de Cuba. Oui. Yazid qui devrait faire chroniqueur sportif. C'est ce que je me suis en train de me dire, justement. Ça me permettrait d'avoir une heure de sommeil en plus. Je me disais, vraiment, il a bien révisé. Il connaît même les noms de tous les stades. Voilà. De chaque quartier. Je pense qu'on a été... Alors, Cuba va vraiment bien s'en sortir, hein, parce qu'ils vont marquer, et Elbiar va rater l'occasion. Regardez cette frappe de très loin. Très belle frappe, oui. Et ça fait 1-0. Et voilà, tout le monde fait une belle Aïli maintenant. On va voir Elbiar qui... sauvetage, et puis regardez l'occasion d'Elbiar de revenir à la marque, superbe arrêt du gardien. Ça aurait pu faire un but partout, et finalement on restera là. Victoire de Cuba. Et le mano à mano va se poursuivre. Il reste 4 journées à suivre. La Ligue 2, Yazid, elle est passionnante cette saison. Ah oui, oui. Ça s'enchaîne à une vitesse, c'est incroyable. Et puis ça va vite et c'est interminable. Et il y en a tous les jours. Voilà, on vous verra en jaune mercredi. Ouais, peut-être. Il n'y a pas d'émission le mercredi, peut-être dimanche prochain. Inch'Allah. Voilà pour le foot. Merci beaucoup, semaine, il y a eu le championnat de natation. C'est vrai, on ne parle plus d'autres sports. Au 1er mai, avec une domination. Le sujet complet, on y reviendra dans 5 ans de chrono, qui revient cette semaine avec Mokhtar Hamani lundi. Et on reviendra sur ce championnat avec une domination du CRB qui domine les compétitions depuis déjà quelques saisons. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Riyad. Merci à vous. On vous souhaite bonne journée et puis faites du sport. Moi, je vais bien sûr. Oui. Restez avec nous, vous allez suivre tout de suite la rubrique de Yazid, bien sûr, la rubrique Tout de suite, on va parler, bien entendu, de l'actualité, donc histoire surtout, avec la journée du savoir, Yaoum el-Hilm, le 16 avril. Vous avez voulu mettre à l'honneur justement un prix. Oui, en fait, je voulais parler de prix El-Wartilani. C'est El-Hussein El-Wartilani parce qu'il y a 2 Wartilani. Il y a Fodil Wartilani qui est membre de l'association des oulémas, mais il y a celui qui est le plus connu, celui qui a laissé toute une littérature de voyage, c'est Al-Fodil Al-Wartilani, qui a eu beaucoup de voyages. Il a voyagé 2 fois à la Mecque. Il était toujours fasciné pour Tamoukra, son village, du côté de Bni Wartilan. C'est pour ça qu'on dit Al-Wartilani, Tamoukrani, parce qu'il est du village Tamoukra, qui est aussi un bastion du savoir. Et également, il a été un peu partout dans le monde, en Inde. Il a été... il a écrit. Il aimait le voyage. Voilà, c'était. Il a cultivé. Oui, en fait, dans l'esprit du soufisme, il y a ce qu'on appelle le siyaha. Siyaha, c'est pas le tourisme, c'est errer dans les terres et vénérer. Pour en apprendre et vénérer le bon Dieu. Donc, en fait, il a eu cet esprit de siyaha et à travers le monde, il a laissé tout un héritage, notamment ce qu'on appelle Rihla Al-Wartilaniya, donc la littérature de voyage de Al-Wartilani. Il y a un grand chercheur orientaliste, Haj Sadour, qui a laissé tout un travail sur l'œuvre. Mais une association à Borj Bouaririj, KFA, dont le président c'est Boukeba, qui est un collègue, confrère de la télévision, qui a également présidé en fait ce concours KFA en hommage
Al-Wartilani, et c'est un spécialisé dans la littérature de voyage. Donc vous pouvez trouver tout sur le site Kafa'a Les chercheurs et savants de l'époque étaient toujours de grands voyageurs. Ils allaient chercher le savoir partout, comme on dit. Voilà, donc c'est par rapport à ça aussi. C'est important de rappeler que chaque voyage va vous cultiver, va vous apporter un plus. Et comme Léon l'Africain aussi. Oui, Hassan El-Wazan, Léon l'Africain, qui a laissé également toute une littérature par rapport à ce registre qui est le voyage. Donc la deuxième étape, c'est pour rendre hommage à Badilala, qui est actuellement hospitalisé à l'hôpital de Tizi Ouzou. On a l'habitude de recevoir, surtout, et recevoir sa fille beaucoup plus, qui nous donne des nouvelles de sa maman. Voilà, elle est bien prise en charge à l'hôpital Nidir de Tizi Ouzou. Et rappelons que Badilala, elle était à l'origine, en fait, de la réussite du groupe planétaire Tenariwen. En fait, c'est elle qui a, en fait, permis à ce groupe de réussir. Et c'est elle qui était, en fait, le cœur du Sahara, le cœur du Tindi. En fait, c'est elle qui a galvanisé toute la troupe autour d'elle avec ses chants et puis ses sonorités, ses percussions de kalbas, en fait, le tindi, on connaît il y a l'imzad et le tindi. Voilà. L'imzad, c'est jouer sur une kalbas avec une monocorde, c'est du crin de cheval, et le tindi, c'est tout ce qu'on appelait German. German, c'est ces fameux jerrycans qui étaient laissés, sur lesquels les dames tapaient et faisaient des tambours. Mais après, ils ont utilisé aussi des calbasses aussi. Oui, un genre de calebasse. Ils mouillent comment on appelle ça, l'instrument pour avoir une sonorité assez présente. Et puis je voulais dire une peau de vache, voilà, une peau de chèvre. Une peau de chèvre, en fait, c'est aussi suivre un petit peu toute la chorégraphie des chameaux. En fait. Il y a même un rythme qui suit cette chorégraphie du chameau. Donc, longue vie à Badilala, et j'espère qu'elle ira mieux. Le Wali Tizi Ouzou également s'est enquis de la santé de Badilala et l'ont assuré de tout le soin qu'il faut. Donc elle est bien prise en charge au CHU Nidir Mohamed de Tizi Ouzou. Voilà. Il y a également, par rapport à Yom al-Ilm, il y avait Algeria Connected de 2025. C'est un événement qui s'est déroulé le mardi dernier, organisé par Algérie Télécom, avec le ministère des Postes et Télécommunications. Et il y avait un hommage particulier aux pionniers de l'informatique en Algérie, à savoir le professeur Menta Lechta, et c'est le ministre de Postes et Télécommunications qui lui a rendu hommage. Donc c'était un moment dédié à l'intelligence artificielle, dédié à l'innovation. Et à tout seigneur, tout honneur, donc le professeur Menta Lechta, il a été honoré au cours de cet événement Algeria Connected 2025 et Vision 2029. Rendre hommage aux mathématiques et bien sûr à l'enseignement des mathématiques également. Oui. Et une autre actualité, vous allez aussi en parler, c'est un film d'animation du peuple palestinien. Hier, il y avait un film d'animation, un film très très humain, ça s'appelle Toyour As-Salam, les oiseaux de la paix. Il a été projeté en présence du ministre de la Culture, M. Zohir Balalou, et ça raconte l'histoire d'un Algérien de Constantine, un enfant qui suivait en fait ce qui se passe dans le monde, notamment ce qui se passe à Gaza, cette tragédie, ce génocide perpétré par la population. Oui, par rapport à l'entité sioniste. Il y avait une amitié sur le net qui s'est installée entre un Algérien et un enfant palestinien qui raconte en fait ce génocide, qui raconte en fait la situation des enfants palestiniens qui souffrent, qui sont mutilés. Quel avenir ils auront? Ils ont souffert, ils sont traumatisés, ils sont apeurés. Vraiment, c'est un génocide. Ça, c'est un extrait donc du film d'animation que vous avez rapporté. Le film d'animation de réalisateur Khaled Baouch. Khaled Baouch, qui est un jeune réalisateur, c'est son premier film d'animation de durée de 80 minutes et qui raconte
la situation dramatique des enfants palestiniens et le regard des enfants algériens et leur solidarité avec leurs frères palestiniens. Et nous savons aujourd'hui que le but de cette entité sioniste, c'est en fait en finir avec le projet national palestinien. Oui. C'est continuer à tuer les Palestiniens. Et s'accaparer de leurs terres. Oui, s'accaparer de leurs terres, mais ce qu'ils veulent, c'est tuer l'âme palestinienne. C'est en finir avec l'existence de la Palestine. Peuple. Aujourd'hui, on le voit dans l'actualité, il y a donc des peuples, des pays qui se soulèvent contre cette agression. Encore une fois, aujourd'hui, certaines prennent conscience de la gravité de la situation, les denrées alimentaires qui ne sont pas acheminées. Et aujourd'hui, j'espère que oui, c'est vrai. Les politiques vont changer. Ils le font au péril de leur vie. Oui, des médecins qui témoignent, des chirurgiens qui témoignent, qui prennent des risques même en allant sur place. Oui, on a parlé de ce grand chirurgien norvégien, et puis il y a l'Irlandais Wallach, qui nous rappelle le grand Wallach. Ils sont cette voix de l'injustice d'ailleurs, qui sont contre l'injustice et qui essayent de dire dénoncer. Basta à ce qui se passe et d'être une voix dans ce silence qui dure en fait. Voilà. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Puis, voilà, j'ai une pensée pour une personne qui vient de nous quitter, c'est Zohra Azizi. C'est une femme qui nous a quittés hier soir. Voilà, merci beaucoup Yazid pour toutes ces informations que vous nous avez apportées ce matin dans votre rubrique So. On se retrouvera donc la semaine prochaine avec l'invité de la matinale bien sûr et puis votre rubrique évidemment qui viendra chaque semaine. Voilà, on vous laisse repartir tout à l'heure. Vous allez suivre un reportage avec nous. Gros plan sur la restauration du vieux bâti. C'est un reportage signé Ismail Belqaidia. La restauration des façades des bâtiments du cours de la révolution de Annaba est une opération complexe pilotée par la direction de l'urbanisme et de la construction qui a déployé des efforts colossaux pour préserver l'originalité des bâtisses. En première étape, il y a eu une étude qui a concerné le diagnostic de l'ensemble de ces 3 axes. Il y a en totalité 99 immeubles qui ont été diagnostiqués. On a relevé toutes les pathologies qui concernent ces bâtiments. Donc notamment tout ce qui est étanchéité, tout ce qui est couverture de la toiture en tuiles. Ensuite, il y a tout ce qui est façade et éléments de décoration et éléments architectoniques sur les façades. Et en troisième partie, c'est tout ce qui est partie commune à l'intérieur des immeubles, c'est-à-dire les escaliers et les différentes installations, plomberie sanitaire, gaz, électricité, eau, etc. لازم نضمن الدخول والخروج تاعهم لازم لا سيكوريتي تاع ليمابل على الانتيريور كوم على الاكستيريور بالنسبه ثاني سور فاساد لي طرافو سور فاساد نلقاو مشاكل بالنسبه surtout les éléments architectoniques. Les difficultés rencontrées durant la restauration se sont estompées à la vue de la qualité du résultat. En effet, il s'agit d'immeubles d'architecture néoclassique qui datent de la fin du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Donc c'est des immeubles qui ont entre 120, 150 ans, un siècle et demi facilement, et qui ont une valeur architecturale. C'est ce qu'on appelle l'architecture néoclassique, et dont les façades sont très riches en éléments architectoniques. Ces éléments architectoniques sont tirés, que ce soit de la civilisation gréco-romaine, que ce soit des têtes d'animaux du Sahara algérien, comme on va retrouver plus tard les têtes de lion, le lion de l'Atlas. Il y a des statues, des cariatides, des atlantes qui matérialisent aussi l'habit traditionnel algérien. Et il y a bien sûr les mascarons, les décors qui reflète aussi la civilisation gréco-romaine. C'est un travail très pointueux اللي لازم يرجع العمارة كما كانت من قبل. Donc c'est un travail pas uniquement de ravalement de façade, mais c'est un travail de réhabilitation de fond وين مست الهيكل تاع العمارات. L'opération de rénovation s'étalera sur plusieurs mois.
Voilà, merci beaucoup donc Smaïl Belkhaïdia pour ce gros plan sur la restauration du vieux bâti de Constantine. Eh bien, on l'accueille comme il se doit, elle est chez elle, Nabila Abada, elle vient nous parler donc de ses périples. Elle en fait un peu partout à travers bien sûr les régions d'Algérie. Nabila, bonjour. Amis du jour, bonjour. Bonjour Amel. Tu vas bien? Ça va, très bien. On est très heureux de vous recevoir. C'est gentil. À chaque fois, gros plan sur une ville, un quartier, une région. Je vous ai posé la question, vous avez déjà été à Constantine, bien évidemment. Sûr. Oui. Et c'est des villes qui marquent? C'est des villes qui marquent, hein, vous savez, mais chaque région a vraiment un cachet particulier. Et chaque région, 52 minutes ne suffit pas. Non, et bien sûr, évidemment, vous le savez, vous la connaissez à présent, le Sud l'attire énormément. Elle est comme un poisson dans l'eau, on va dire le poisson de sable. C'est exactement, ça exactement. Écoute, je te tutoie. Depuis le temps, le Sud, moi je dirais, c'est le pansement de mes mots. M-O-M-A-U-X. Hein. Oui. Ça a été très bénéfique, mais bon, on ne va pas en parler de ce côté-là. Le Sud, le Sahara, mais je pense maintenant ça s'est généralisé. Les gens ont découvert, voilà, tout le monde en adore. Les Algériens se sont retournés vers le tourisme, sud, bien tourisme sûr, local et surtout le avec Sud. les maisons d'hôtes, avec un peu partout, pas que le Sud. Exactement. Mais bien évidemment, quand on parle donc aujourd'hui, gros plan sur le Sud, puisque vous allez nous faire découvrir la région d'El Oued, et c'est une très belle région également. C'est ça. Avec un safari cette fois-ci. C'est ça. C'est pratiquement la fin de la saison touristique du Sud. Hein. Maintenant, avril, mai. On va faire attention. Voilà, exactement. Mais sinon, oui, Oued Souf. Alors, Oued Souf, pour moi, c'est une région aussi particulière, hein, parce que j'ai découvert le Sud il y a quelques années, je ne dirais pas combien d'années, mais la première fois où j'ai vu une dune de sable, c'était à Oued Souf. Ah, d'accord. À Oued Souf. Ça ressemble un peu à l'histoire aussi d'Isabelle Eberhardt, on en reviendra peut-être les prochaines fois. Aussi, elle a découvert Oued Souf et elle en est tombée amoureuse et elle en a fait des livres et des ouvrages. Et Ain Safra aussi. Ah, oui, Ain Safra, elle est décédée là-bas, mais Oued Souf, c'était vraiment... Bon, elle a découvert le Sud à travers Oued Souf, ça a été pour moi aussi, et là j'ai découvert, mais qu'est-ce que c'est que ce monde merveilleux. Alors, Oued Souf, alors on est pour... La ville aux 1000 coupoles. 1000 coupoles. Voilà, elle doit être comme ça au départ. Voilà. On vous dit, ça y est. 1000 coupoles, c'est les coupoles, c'est connu. Vue de haut, c'est extraordinaire. Et donc, on est, par rapport à la capitale, on est à plus de 600... Enfin, pratiquement 700 km au sud-est. Hein. On est pratiquement à la frontière tunisienne. Et là, on est à Safari, directement. Je n'ai pas vu le défilé des images. À Douar El-Ma. Et elle se caractérise, El Oued, par ses dunes de couleur blanche. Parce que chaque région... C'est vrai. Un sable particulier. Exactement. Une couleur de sable. Et là, j'ai essayé le parapente à moteur. J'adorais. Voilà, parapente à moteur. C'est exceptionnel. C'est un moment que j'ai passé magique. J'avais déjà fait du parapente normal, pas en Algérie, mais le faisant ici à l'Oued, découvrant les dunes, pour moi, ça a été un baptême. C'est comme si c'était la première fois. Donc là, Fares, le moniteur me demande est-ce que ça va? Je dis il me manque juste un verre de thé. Ah ouais, quand même. pas Parce du que tout j'étais non, pas du tout. Bien, j'étais très à l'aise. Ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est une des activités qu'offre le safari. C'est ça. Akades Travel. Donc Kadi, c'est un natif aussi de la région. C'est un jeune qui fait beaucoup pour le tourisme. Donc je tiens aussi à préciser que cette fois-ci, le tourisme local. Donc, ça fait quelques années que j'ai découvert Oued Souf. Et cette fois-ci, en retournant à Oued Souf, j'ai été vraiment éblouie par ce qui s'est passé, la jeunesse, le dynamisme de vouloir faire quelque chose de cette région. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est ce que mon ami Hammi Hamza, que je salue, qui m'a fait découvrir aussi à l'Oued à sa manière, c'est il n'y a pas de jeunes dans les cafés à l'Oued. Il n'y a pas de café, il n'y a pas beaucoup de cafés morts. D'accord. Il n'y a pas de café.
Donc il n'y a pas chauffer le safari. Donc ça c'est le safari. Donc on prend, il y a les 4x4 qui viennent vous chercher ou de la maison d'hôte où vous êtes ou de l'hôtel. Et on vous emmène, on vous fait découvrir, c'est la montée d'adrénaline. Et là on arrive, voilà. Et là on arrive au point culminant, à la Khaïma. Et là j'arrive dans pas longtemps. Voilà, c'est l'atterrissage. C'est super. Et moi, j'ai découvert le paramoteur justement à Janet il y a une vingtaine d'années. C'était une première expérience. C'était pour les enfants justement, leur faire découvrir la ville de par d'en haut. C'était magnifique. Génial. Ils ont adoré. C'est génial, mais c'est une expérience incroyable. Moi, j'en ai pleuré parce que vous imaginez, voilà, contempler ce joli coucher de soleil. Je ne sais pas si on peut laisser à la régie un peu pour l'ambiance. Oui, l'ambiance, parce que là, on arrive à la Khaïma. C'est la fin du safari pour... voilà, c'est moi, je laisse découvrir le téléspectateur le spectacle. Waouh. Voilà. Le feu de camp. C'est un beau spectacle. Voilà. Et la musique, Allah, 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 Allah. Voilà, on finit la soirée comme ça. Et on est autour du feu de camp. Je ne sais pas si en montant... Nabila, c'est la musique qui l'emporte. Après le sud, c'est la musique qui l'emporte et bien sûr cette ambiance. Et bien entendu. Et la flûte. Et je disais, donc le safari commence à partir de 15h. On attend un peu la chaleur, enfin voilà, un peu après la sieste. Vers 15h, il y a le 4x4, voilà, plusieurs 4x4. Ça dépend, vous êtes en famille. Et c'est des tarifs aussi qui sont variés, hein, à partir de 4 000 dinars, 5 000 dinars. Et après, ça peut aller, si vous voulez, un safari VIP, vous êtes seul avec la famille, c'est des formules. C'est des formules qu'on propose. Et donc, voilà, on fait... C'est un beau cadeau à offrir, donc, justement. Oui, à s'offrir. À s'offrir d'abord, et puis aussi aux autres. Pourquoi pas. Aux autres. Et donc, on découvre et on a des chauffeurs incroyables. Moi, je les appelle les choumis du désert. Il fait froid le soir. Ça dépend de la période. Voilà, ça dépend de la période. En ce moment, on peut facilement y passer la nuit. Hein. Sinon, la ville, moi, j'en garderai un très bon souvenir. C'est ce fameux collectionneur donc, de tout objet et antiquaire. Antiquaire. Et en plus, il dresse des animaux du désert. C'est vrai. Il les capture dans le désert, il n'en a pas du tout peur. Alors que ça va des caméléons, lézards, poissons de sable et fennec, bien que c'est une espèce à protéger. Hein, oui, c'est ça. Il a même des cobras. Oui. Des cobras, mais il est impressionnant parce que c'est vraiment un amoureux de son désert. Hein. C'est ça. Mais à l'oued, on peut aller... pendant quelques jours et découvrir beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment très riche hein, culturellement. Il y a le marché aussi. Bon, je n'ai pas envie de tout vous raconter parce que la semaine prochaine aussi, on va faire comme ça en attendant d'autres images de la saison estivale hein, parce que j'en ai aussi, je vais vous faire découvrir d'autres régions. Mais là, comme c'est la saison du Sahara, du Sud, je vais à chaque fois vous faire découvrir des endroits comme ça et des activités. Donc, prochain rendez-vous, les périples de Nabila, ça sera quand ? Ici à Bonjour d'Algérie, oui. Non, à Canal. Ah, à Canal, je vais partir de Hanik. D'accord. Surprise. Surprise. Kinarja. Je vais vous faire découvrir. Ça sera une station balnéaire. C'est pour préparer la saison estivale. Tout à fait. Ben, voilà. Merci beaucoup, Nabila. C'est toujours un plaisir de te recevoir et de parler, bien sûr, tourisme avec toi et faire découvrir toutes nos belles régions algériennes à travers donc, le Bonjour d'Algérie. En attendant de vous retrouver et bien sûr, retrouver toute l'émission et de te retrouver dans les périples de Nabila. Merci Amel, merci à toi aussi. Merci à toi. Et puis on continue, je vous invite à apprécier cette belle voix algérienne. C'est Samira Brahmia, on se retrouve juste après.
يما يما أعطيني حملة غي حملة غسبو يما يما ذكمي ذا زانو يما يما أعطيني حملة غي حملة غسبو يما يما ذكمي ذا زانو ذي مدن فروري يما يما عزيزة تتشرب تيري ثيري مذافرة يزدي يما يما أعطيني حملة غي حملة غسقو يما يما ذكمي ذا زانو يما يما أعطيني حملة غي حملة غسقو يما يما ذكمي ذا زانو. Très belle interprétation. Bonjour, Karim Khdim, on est très heureux de vous recevoir ce matin. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être invité. Alors, on a enchaîné directement avec notre artiste Semira Brahmia, et comme elle était à la guitare, vous aussi, vous êtes à la guitare. On a voulu tout de suite enchaîner avec votre voix, votre jeu de guitare. Vous êtes sur Alger en ce moment, c'est cela? Oui. Et vous êtes donc, vous allez vous produire le 24 à la salle Ibn Khaldoun. Ouais, c'est pourquoi vous êtes parmi nous ce matin? Effectivement, pour qu'on puisse faire la promotion de ce spectacle. Pour la première fois, je vais chanter à Alger, en sachant que pendant le mois de Ramadan, j'ai chanté déjà à la salle Atlantis, la salle Mouloud Mamri Tizi Ouzou, la salle Mouloud Mamri Gazouhen et la salle Les 3C. Voilà, et puis festival à Zazga aussi, vous m'avez dit? Non, c'était il y a 2 ans, c'était le festival de Les Belles Nuits de Chixert. D'accord. Et là, on voit l'affiche, donc qui va vous mettre bien sûr tout de suite en contact avec votre public qui viendra nombreux, je suppose, écouter votre voix. Déjà en vous écoutant ce matin, on aura tout de suite envie de vous voir sur scène. Hein. Bah, ça fait plaisir. Voilà. Je suis content parce que je reçois énormément de messages du public d'Alger qui sont contents que je vienne chanter à... Voilà. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous travaillez en famille. Alors, votre manager, c'est votre petit frère. Votre sœur aussi, vous lui rendez hommage à travers cette veste que vous portez aujourd'hui. Effectivement, dans la plupart des clips, justement, j'essaie de mettre en valeur notre culture. Et patrimoine algérien, bien sûr. Voilà, il faudra faire attention juste au micro, c'est tout. Mais sinon, toujours, vous aimez chanter notre patrimoine, vous aimez chanter aussi les mots de la société, on va dire. Ouais, bon, en tant qu'artiste, il faut chanter la société, l'amour et essayer de donner un peu une image positive de la culture et essayer de transmettre ça à travers la musique. À travers la musique et surtout notre communauté qui est un petit peu partout à l'étranger. Donc là, vous êtes algérien, mais vous vivez à Marseille. Vous y êtes pas né, mais vous êtes arrivé à 8 ans, vous me disiez? 8 ans exactement, ouais, j'ai grandi à Marseille, j'ai fait mes études là-bas. Oui. Et petit à petit, je me suis mis dans la musique. Oui, vous avez été attiré par notre culture, patrimoine, votre culture et votre patrimoine. Exactement, en fait, c'est mon père qui est chanteur, et Hamidouche. Hamidouche, voilà, qui est décédé en 2002. Et vous aviez 12 ans à l'époque? 12 ans, exactement. Et vous avez été curieux, vous avez pris son instrument, le mandole. La mandole, exactement. Oui. Et comme ça, moi-même, j'ai pris la mandole, j'ai voulu apprendre. Après, par la suite, j'ai appris la guitare et la flûte. Voilà. Et après, avec mon frère, on s'est mis à produire carrément nos musiques. Et depuis 3 ans, en 3 ans, on a fait 2 fois le Canada. Super. Les États-Unis. Les États-Unis, la France et ici en Algérie. Donc ça va, tout réussi pour l'instant, alhamdoulilah. Voilà. Et puis bien sûr, vous jouez de la flûte aussi, vous me disiez. Oui. Donc tout ça, vous l'avez appris dans le tas et vous vous êtes découvert cette âme musicale, cette envie de faire de la musique. Bon, on va dire que c'est un peu dans le sang. Voilà.
Alors, on est en train d'écouter une chanson. Bon, moi, je ne comprends pas trop bien kabyle, non pas. Mais sinon, ça parle de la fille Amazigh. Effectivement, de Illis Imazigh, la fille des montagnes. La fille des montagnes. La fille Imazigh, ouais. D'accord, on va l'écouter. On écoute un extrait. Voilà, c'est un autre registre, celui donc des fêtes, des mariages, bien sûr. Ouais. Et c'est des extraits que vous donnez à votre public à chaque fois. C'est très varié. Ben, j'espère que vous aurez l'occasion de venir à la Salib El Khadir, comme ça vous aurez l'occasion de voir comment je suis sur scène. Parce que pour la plupart, en fait, ils ont tendance juste à me voir sur Internet, sur YouTube. C'est ça. Après, vous êtes très présent hein, sur les réseaux. Ouais. Très bien. Bah, c'est grâce au réseau maintenant qu'on peut... C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on a eu l'occasion de vous écouter à travers un cappella comme ça avec votre guitare, avec une chanson plutôt une belle balade. Voilà. Et bien sûr, le registre festif. On aura l'occasion de vous voir sur scène avec un répertoire assez large. Oui, oui. Oui. Et puis, on va vous écouter en fin d'émission. On va se quitter avec ça. Un dernier mot peut-être? On est arrivé à la fin déjà de l'émission. Je tiens à dire à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder que ça me fait vraiment plaisir d'être ici parmi vous. Et vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, Kedim, K-E-D-Y-M. Et puis bien sûr le 24 et puis sur bien scène. sûr, on n'oublie pas, le 24 avril à la salle Ibn Khaldoun pour la toute première fois et ça me fait vraiment plaisir. À quelle heure? Exactement à 20h. Ben voilà, ça y est, tout est dit. Merci beaucoup. Rappelez-vous, Riyad, Karim Khdim, qui était avec nous. Et bien sûr, on a eu le plaisir de vous faire découvrir au public algérien et aux téléspectateurs algériens. En attendant de vous retrouver sur scène, bien entendu, le 24. Merci d'être venu. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Et puis on va se quitter avec une chanson. Allez-y, prenez votre guitare. Quant à moi, je vous dis déjà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe de nous avoir suivis et accompagnés. Et on vous dit excellente journée à vous tous. Continuez à nous suivre sur Canal Algérie. On se retrouvera dès demain à partir de 8h du matin dans Bonjour d'Algérie. Au revoir. On vous laisse en compagnie de notre artiste, Karim Khdim. أعطيني حملة غي حملة غسل عيما يما بشمي ذازان عيما يما أعطيني حملة غي حملة غسل عيما يما بشمي ذازان يميني تفاتي